Donc, on vient d'arriver chez VMC à Morvillars. On est vraiment à l'est, est de la France. On va visiter cette usine historique. On va aller essayer de retrouver Pierre Chapelle, qui va nous faire un petit tour de ce grand bâtiment. Monsieur Lévent, Monsieur Chapelle, lui, ça va bien? Yes, ouais. Bienvenue chez VMC. Merci. Alors on va commencer par s'enregistrer. Petite signature s'il te plaît. D'habitude c'est payant, je te fais une gravure hein, carrément. Je te présente tout de suite notre directeur d'usine. C'est Cédric Creuseux, directeur d'usine. Donc il est enchanté de lui, qui ira toutes les images, parce qu'on va vraiment rentrer au cœur de l'usine, au cœur de la fabrication. Et on a évidemment quelques secrets qu'on veut garder, donc il vérifie, pas de problème, il vérifie la marché-identité. Il y a assez à découvrir, je pense, pour te la intéressant. Ouais, tu vas voir, il y a pas mal de choses vraiment intéressantes. Ok, c'est parti. Donc la première étape dans la machine, on vient couper le fil à la longueur souhaitée. Le deuxième outil vient faire l'anneau, d'accord. Le troisième outil va venir aplatir. Troisième étape, on vient aplatir le fil pour pouvoir à la quatrième étape couper avec un instrument de coupe la pointe. La cinquième étape, souvent, c'est ce qu'on appelle le taille-crayon. On vient affiner le bout de pointe dans une machine. La sixième étape, on vient créer la barbe, d'accord, avec la machine qui vient en travers. La septième étape, on vient former l'hameçon avec l'outil de forme. Et là, on a fini la partie mécanique de l'hameçon. Entre la septième et la huitième étape, il peut y avoir une étape de forgeage sur des hameçons où on a besoin de plus de résistance. On vient forger, donc c'est-à-dire on vient écraser la matière pour la rendre plus difficile à ouvrir. Une fois qu'on a passé ces étapes, l'hameçon il est prêt d'un point de vue forme, mais il n'a aucune caractéristique de résistance ou de design. Et là c'est pas trop critique encore. On arrive au troisième étage, il y a qu'un seul derrière toi. Du coup là on arrive au troisième étage, donc c'est la partie encore plus secrète. Donc si tu l'avais sur les deux jusqu'à présent, je te laisse imaginer maintenant. On arrive en fait à l'étage où on fabrique le trip et là c'est où vraiment on a tous les procédés de fabrication qu'il faut regarder secret. Donc là, tu nous montres ça. Il n'y aura pas grand chose à montrer malheureusement, mais moi je vous fais un tour d'usine, d'accord? Donc là on est tombé sur un 4551, donc c'est l'hameçon qui équipe tous les Rapala. C'est vraiment un plastique de chez Classique. Et c'est un hameçon qui sortira l'année prochaine en magasin à Bureau les pêcheurs. C'est la première fois qu'on fait. Il était vraiment réservé à Rapala. Et là il sort pour les pêcheurs dès le mois de mai là. Okay. D'accord. Et en fait ce qui se passe sur chaque production comme ça, systématiquement en fait, là il y en a déjà beaucoup, c'est contrôlé à la main derrière, visuellement en fait. Le bon calice est vérifié, les hauteurs de pointe, tout est vérifié à la main comme ça en fait. On suit l'étape, le processus de fabrication. Donc là, l'hameçon, il est formé, ok. La forme est finie, la pointe est plutôt belle. Par contre, la brasure est horrible et c'est du chewing-gum. Ouais. Donc là, on passe à l'étape de trempe. Trempe, c'est-à-dire le four, d'accord. On va cuire, en gros. Allez, on va faire simple. Donc il y a deux étapes. Donc la première étape, c'est la trempe. Okay. Donc la trempe, c'est tout est bac par taille, par... Exactement. Ils arrivent exactement, bah, ils arrivent comme ça. Okay. Voilà. Ils arrivent dans les bacs. Dans les bacs qu'on a vu sous les machines. Exactement. Donc là, on retrouve exactement les mêmes produits. Comme je te disais, avec une caractéristique, c'est que c'est du chewing-gum. Ouais. Tu peux ouvrir les hameçons vraiment comme du beurre. C'est vraiment de l'acier pur. Et donc on passe en étape de trempe. Donc on les met à 800 degrés dans le four qui est ici. Okay. Ou ici, là-dedans d'ailleurs, okay. Dans les paniers. Après, on les rince à l'huile à 70-80 degrés. Et après, ils sont dégraissés là-dedans, dans cette machine-là.
Allez, elle est assez grosse ta machine à dégraisser, je l'essaierais bien moi personnellement. Bah en gros, tu passes de l'étape d'hameçon ultra mou à de l'hameçon trempé. À un hameçon, j'arrive pas à l'ouvrir. Il va te montrer. En fait, après la trempe, l'hameçon devient tellement dur qu'il est cassant comme du verre. Donc là, il n'y a pas besoin d'effort. D'accord. Ok. Donc on ne peut pas pêcher avec. Donc, systématiquement, il va y avoir une étape supplémentaire de revenu pour redonner des caractéristiques D'élasticité, de l'opticité, de là, va permettre qu'il casse pas, ouais. Et donc, comme ils sont assez petits, voilà, on peut les casser à la main, il n'y a pas besoin de pince ou quoi que ce soit. Sur la hauteur. Faut juste pas se blesser, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Vraiment, casse comme du verre. Ok. Et donc pour corriger ça, c'est quand même con de les vendre comme ça, non? T'imagines là? Là, c'est vraiment du verre. Hein. Ouais. Ça casse. Putain, c'est pas un petit diamètre. Hein. Non, c'est un gros. On reste sur un diamètre convenable, mais ça casse. Ça casse comme du verre. Donc traitement. Donc revenu, ce qu'on appelle le revenu. C'est la partie, Cédric, tu me corriges si je me trompe, mais c'est la partie la plus technique du process parce que... Pas la partie la plus technique, mais c'est une partie qui est nécessaire, qu'on optimise en fonction de la nature du fil, du diamètre de fil. Et des caractéristiques finales qu'on veut pour cette hameçon en fonction de la technique de pêche. Donc c'est quand même... c'est assez pointu. La petite vanne, les ondes là, c'est comme un essor salade, tu vois. Ça va tourner très très vite, ça va éjecter l'huile en fait. Et l'huile après, qui est éjectée, elle retourne dans le bain en fait. Ici on va faire tous les black nickel sur des hameçons à pointe needle, sur les hameçons basses, sur les hameçons, sur le 75-47 PKV par exemple. Ici en fait ils sont traités en plus petits lots, d'accord. Par on appelle ça des plus petits paniers, d'accord. Ok. Et donc en fait t'as une machine qui va venir récupérer les bacs. Regarde, tu vas voir, ça soulève et qui va lui faire traverser de bac en bac. Et enfin, dernière étape, on re-rince et on dépose par exemple un black nickel comme celui-ci. Là, il est prêt à être mis en packaging en gros. Donc, il est suffisamment souple pour ne pas casser, mais pas comme on l'a vu tout à l'heure pour l'ouvrir comme un chewing-gum, évidemment. Donc Jacques, il y a pas mal de pêcheurs qui vont nous regarder. Là, on vient de faire une petite visite d'usine. Et là, on arrive dans ton labo. Est-ce que tu peux nous expliquer toutes ces machines, à quoi elles servent? Je suis sûr que 100% des pêcheurs qui regardent ne savent pas tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on doit faire pour faire un bon hameçon. Alors, je vais partir d'un hameçon entier. Je vais chercher à le caractériser. Pour le caractériser, je vais commencer par le découper. Une fois que j'aurai coupé comment dirais-je, l'hameçon, je vais l'enrober à chaud. Donc c'est une presse qui vient, je mets de la résine dedans, je viens compresser l'enrobage, enfin l'hameçon pardon, que j'aurais coupé au préalable. Et une fois que j'ai fait ça, je vais le polir. Une fois qu'on a fait ça, on va commencer la caractérisation. Ouais, donc là pour l'instant, je n'ai fait que préparer l'échantillon pour l'instant. Donc déjà c'est compliqué. Non, et on n'a pas commencé. Ouais, c'est parti. Et on va commencer donc par la micro-dureté, qui est une ponte de diamant qu'on va enfoncer dans la matière. En fonction de la vitesse d'enfoncement et du résultat qu'on va avoir sur le cône, on va pouvoir déterminer une dureté. Trop dur, l'hameçon casse. Pas assez dur, c'est un chewing-gum. Exactement. Ok, je traduis. Pour chaque type d'hameçon, on a une plage de dureté à obtenir. D'un hameçon de jig à un hameçon de triple, à un hameçon à un assist hook, on n'aura pas du tout les mêmes caractéristiques. On ne cherchera pas les mêmes portants, c'est important à préciser. On ne cherchera pas les mêmes valeurs. On ne cherchera pas la même chose. Là, on va caractériser l'épaisseur du revêtement qu'on a mis sur l'hameçon. Le revêtement de l'hameçon, il va apporter une résistance à la corrosion. Tout à fait. Il va apporter une vitesse de pénétration supérieure. Il va apporter toutes sortes de choses. On revient à l'échantillon. Une fois qu'on l'a caractérisé la dureté, on va chercher à mesurer sa structure. Donc c'est ce qui fait le maillage à l'intérieur de l'hameçon. Donc pour ça, nous avons la structure, elle va permettre de voir la qualité au final de l'acier, c'est ça? De la trempe, oui. De la trempe. Ce que vous avez vu avant. Voilà. Ouais, c'est voir réchauffer. Voilà. C'est le faux. Voir si on a trempé correctement et si on a un profil de trempe qui est correct. Et avec cet outil, ça nous permet de savoir si la trempe et le revenu ont été faits correctement et du coup si la résistance mécanique de l'hameçon est optimale ou pas. Oui, tout à fait. Avec la machine de traction aussi. Allez, alors ça c'est ma machine préférée. Moi je l'utilise pas mal sur chaque hameçon que je développe. Je viens ici. J'aime bien l'utiliser en fait. Elle est assez simple d'utilisation. Je viens mettre un hameçon. Hop, je viens mettre un hameçon ici. Je le mets en position.
Je mets un pivot pareil en dessous et on vient tirer sur l'hameçon et on obtient forcément une résistance. Et ça, pour chaque développement d'hameçon, j'ai besoin, ou même pour des avançons, j'ai besoin de caractériser tout ça pour avoir une qualité optimale. Ça, c'est notre machine brouillard salin, on l'appelle. C'est pour tester nos revêtements en mer. En fait, on vient pulvériser de l'eau, de l'eau salée, de l'oxygène. C'est bien ça? C'est ça. C'est ça. Et en fait, ça reproduit x10 les conditions en mer, en fait. Parce qu'on mélange oxygène et sel, et c'est ça qui entraîne l'oxydation. Et donc là, on vient vraiment reproduire des conditions extrêmes. Donc je dis x10, on laisse un hameçon 2 jours, ça équivaut pratiquement à une semaine de pêche en mer, quoi. Et donc là, ça nous permet justement de tester tous ces revêtements en mer, voilà, et de les qualifier. Donc là, on fait la dernière étape. L'hameçon, il est fini, il est revêtu, donc il y a le revêtement dessus. Il est revêtu. Il est revêtu, on dit, ouais, d'accord. Et là, on passe au conditionnement. On va mettre en packaging. Donc là, c'est la zone où on vient Fait les étiquettes. ouais, fait toutes les étiquettes. Aujourd'hui, on avait un packaging aux US qui était différent de l'Australie, qui était différent de l'Europe. On va tout passer en rouge et blanc pour avoir une bonne uniformité en magasin. Fini le bleu et blanc, quoi. Ouais, fini le bleu et blanc, ouais. Fini le noir et blanc, fini le argenté. On passe vraiment tout en rouge et blanc. Ok. Pour vraiment avoir un impact beaucoup plus puissant en magasin. Donc là, on peut conditionner des hameçons par 100, par 1000. Ça, c'est les grosses boîtes bleues. D'accord. Et on peut aussi venir conditionner en packaging tel que vous pouvez le voir en magasin. Et genre par 100, ils sont pesés. Non, ils sont surfaits un par un. Ils sont quand même pesés, rassure-moi. Ah, bah, t'as la balance. D'accord. Bon, je t'en prie. Et donc, on les met par 100, par 50, par 1000. Et puis, ouais, c'est pesé avec une marge avec une tolérance supérieure. On en met toujours. Ouais, ils sont bien sûr. Ouais. Okay. Et là, si vous voulez, je vous montre comment on conditionne nos nouveaux trips qui sortent dans un mois. Ça vous intéresse ou pas? Yes. Comme je t'expliquais tout à l'heure dans l'usine, c'est les hameçons qu'on appelle Rapala, les hameçons Rapala. Donc le petit code 4551 sur lequel on va pas trop insister parce que personne ne va s'en rappeler. On va appeler ça Rand UV. On les sort en revêtement UV, donc jaune chartreuse, pink et orange. Ok. Et là, on les conditionne. Voilà. Donc ça, on les conditionne, ouais. Ouais, il y a un reconditionnement, donc c'est forcément dans le nouveau packaging rouge et blanc, ouais, que vous allez voir un peu partout maintenant. Ça, c'est fabriqué, ce qui est cool, la petite histoire, c'est que ce packaging là, il est fabriqué à seulement 6-7 km d'ici, il est à Belfort. L'usine, elle est à Belfort. Donc on essaie vraiment de travailler en circuit court. Ouais, donc les bandeaux de mousse sont carrément collés à la main un par un. Ah ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Bah, ils arrivent pas comme par magie, comme ça. Non, je sais, mais c'est un magasin. Quand tu vois une machine pour faire le nombre d'étapes sont automatisées pour finir par coller un bout de mousse à la main. Et le conditionnement, il est fait à la main. Incroyable. Ouais, avec précaution et une bonne paire de dents. Parce que même cette partie, en fait, elle est critique parce que ça, après, ça part en carton, c'est secoué dans tous les sens. Ça va être compliqué de mettre des sans-ardillons. Ouais, ça va être compliqué de mettre des sans-ardillons dans la mousse. Ouais. Et ben on mettra, au lieu de mettre une pointe comme tu peux le voir sur ces, on en mettra deux. Donc on aura moins de visibilité sur la forme de l'hameçon, mais on n'aura pas le choix. Sinon en fait, tu vas retrouver les hameçons tombés dans le fond, quoi. Ouais. On arrive dans la zone d'expé, donc ça parle aux détaillants qui reçoivent nos. Alors nous on reçoit avec nous c'est plus des palettes, quoi. La palette qui parle, le carton. Parce que ce qui est cool, c'est quand même ça prend tout son sens quand même. Ouais, tout à fait. Ça prend tout son sens, le Made in France. Exactement. Et c'est plutôt avec fierté qu'on envoie toutes ces palettes un peu partout. Tu vois, là ça part aux USA, ça part au Japon, ça part en Chine, ça part en Grèce, ça part en Turquie, ça part en Afrique. On expédie vraiment dans le monde entier et c'est vraiment cool. C'est bien, c'est rigolo de savoir que individuellement dans ces cartons ça va attraper des poissons un peu bien dans le lorry de Kogame et n'importe quel poisson surtout. Et un peu n'importe quel poisson, vu la variété d'hameçons. Vous avez combien de références d'hameçons? Alors juste dans le catalogue retail que les pêcheurs connaissent. Alors parce que oui, non mais le catalogue retail France c'était pas ma question, mais dans le monde. Waouh. Je pourrais même pas dire, peut-être 5-6 000 références. Ah oui, et à chaque fois avec le nombre de tailles. Ouais. Okay. Bon, sans transition, on va quand même rencontrer un des personnes importantes de VMC, c'est Cyril Mathieu, qui est le patron de tout ça. Donc, on va discuter 2 minutes avec lui avant de poursuivre la visite. Hello, bienvenue. Ça va? Ça va très bien, merci. Cyril, tu vas nous en dire un petit peu plus. Tu fais quoi chez VMC déjà? Alors, chez VMC, je suis directeur général pour l'intégralité de l'activité hameçon.
Ok, dans le monde. Voilà, dans le monde. Okay, super. Donc supervision autant des unités de distribution qui sont dispersées un petit peu partout dans le monde, avec voilà un accent bien marqué sur le marché américain quand même, qui reste le plus porteur aujourd'hui, où j'ai passé les 24 dernières années. 24 dernières années, mais t'as gardé un accent franc-comtois quand même. Je suis ici. Je suis un franco-américain avec un accent franco-bien prononcé. On en est fier, on perd pas ses racines. Il fait partie de l'histoire de VMC, mais aussi du coup de ses racines, de ses origines. Rapidement, VMC, ça a démarré quand Alors VMC, l'activité hameçon, c'est 1910. On a débuté la fabrication des hameçons tout début du XXe siècle. C'était une continuité logique d'une activité qui était dans la famille, qui était le travail de l'acier, la production de l'acier et la transformation de l'acier. Tout à fait, une région qui baigne dans la fabrication de petites pièces mécaniques pour l'horlogerie, mais également voilà des pièces un petit peu plus grandes comme des véhicules automobiles. Donc c'est un bassin industriel, le territoire de Belfort et la Franche-Comté en général. Et voilà, VMC y est installé fièrement depuis 1796 dans les autres activités. Donc l'hameçon, je dirais que c'est un des derniers nés dans le fleuron des activités. Ouais, ça a 115 ans quand même. Oui, c'est d'expérience. C'est un bébé un peu avec des cheveux blancs. Ok, donc aujourd'hui VMC dans le monde c'est énorme. Et pour autant, vous avez su garder l'essentiel de l'activité en France avec une fabrication ici. Les effectifs, la plupart sont ici. Enfin, même si vous avez des entités un peu partout. Oui, l'effectif de production principal, il est en France, à Morvillard, dans l'usine d'origine, qui, au cours des années, s'est développée, s'est agrandie, et j'ai envie de dire, s'est morphée autour du village, puisque nous sommes vraiment dans un village, et nous avons fait le choix d'y rester et d'adapter les bâtiments, l'usine, la production à ce beau village de Morvillard. C'est génial, moi je trouve ça incroyable. Déjà, il y a un gros savoir-faire et puis vous avez su le garder. Moi, en tant que distributeur de vos produits, mais aussi de plein d'autres, j'ai vu depuis 5 ans un peu une métamorphose chez VMC. On a des produits, alors nous on est assez spécialisés, on a des produits qui sont plus techniques et en fait VMC il y a quelques années n'était pas tout à fait en face du besoin de mes clients. Aujourd'hui, ça match complètement avec des produits hyper techniques. On est rentré sur des nouveaux segments, les moustaches, des trucs comme ça. Le carnassier, grand développement dans le carnassier. Écoute, nous en tout cas, au sein de Fish & Chip et en tant que distributeur, on a vu cette métamorphose il y a 5-6 ans. Ça fait bien que vous le constatiez, parce que c'est vrai qu'il y a de nombreux efforts qui ont été faits en recherche et développement. Je parlais du marché américain. Sur le marché américain, c'est vrai qu'on a la prédominance de la pêche du black bass, et ça nous a mis un peu le pied à l'étrier sur tout le développement des techniques de pêche des carnassiers. Bien évidemment, l'Europe, c'est notre berceau, et on ne pouvait pas ignorer la pêche du sandre, la pêche du brochet et la modernisation de ces pêches. Voilà, à passer 50 ans, on a connu des montures qui ressemblaient un petit peu à tout et n'importe quoi, avec du cuivre, tout ce qu'on pouvait trouver dans le garage pour faire un montage. Aujourd'hui, on est quand même sur des techniques qui sont poussées, des montages qui sont très élaborés. On travaille sur les matières, on travaille sur l'assemblage de ces matières. Donc, plus qu'un fabricant d'hameçons, nous avons poussé le développement de nos produits jusqu'à une solution complète pour le pêcheur. Qu'est-ce qu'on fait gagner dans la caverne d'Alibaba? Eh ben, je sais pas. Moi, je te propose, on fait gagner... Ça, c'est cool aussi. Qu'est-ce que c'est? Une pochette waterproof. Alors, on fait gagner des pochettes waterproof. On peut faire gagner un bonnet. On fait gagner un bonnet. Une casquette cork, plus la capuche. Allez, vas-y, un sweat à capuche. Allez. T-shirt? Vas-y, fais-lui gagner un t-shirt. Bah vas-y, mais choisis la couleur. C'est bien. Porte-clés. Vas-y, rajoute un porte-clés. Hop, hop, hop. Tout ça, ça va être pour quelqu'un. De la Origin. Ok. Utility Jig, ça sortira au mois de mars, avril. Moustache, des vies moustaches. Et je rajoute des petits triple UV qui sortent dans 3 mois. Magnifique. Super. Raoul, grand merci Pierre. Perfect. Trop bien. Ouais, à 2 €. Je ramène tout ça.
Là, j'ai touché un truc. Là, oui. Mais comme si j'étais passé sur le dos d'un poisson, tu vois. Je suis passé sur le dos d'un poisson, j'en suis sûr. Après, c'est vrai, il y avait... Oh, le bâtard. Ah, il était gros. C'est vrai, ils attaquent le dernier, il était beau, hein. Ouais, mais il a pris du bout du bec, il a à peine senti. Ah, le remous de ouf. À peine senti. Ouais, je l'ai vu arriver, en fait. Et j'ai... En fait, mon leurre a jamais disparu dans sa gueule, quoi. Tiens, il est dessus. Ah ouais. Tu le vois? Souvent ils font ça, putain. Ouais. Regarde, tu vas le prendre. Non, non, je suis pas sûr. On en reparlait. Non, non, non. Mais la fois, j'ai essayé de le faire prendre pendant je sais pas Bouge combien pas, de temps. Là. Bouge pas. Hein. Non, non. En plus, il est très mal positionné, ton leurre, il pourra rien faire. Le brochet aussi, il est mal positionné. Et je suis accrochant. Allez, il se barre, il se barre. Ouais, mais laisse-le partir gentiment. Il va revenir, lui. Il est chaud. Et connaît le nez dessus, de à ras du bord, à 20 cm du bord. Ah ouais, qui dessus? Ouais, il est là. Il est posé devant mon leurre. Putain. Il le regarde. Il a 30 cm, 20 cm. Il commence à connaître la chanson, les petits, là. Il s'approche. Il s'approche. À cette époque de l'année, on est bien content. Quand je sais qu'elle râle quand je vais trop vite. Alors on va lui montrer, regarde. Un joli petit broc. C'est une belle robe, hein. Là on a ce petit, Joli, hein. le petit qui vient nous rendre visite, c'est mieux que rien. Bon, Péto FT, ça marche. Voilà. Là, elle a quelle moustache là. Alors que ma fille Pierre, évidemment, a une moustache avec un péto. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une touche? Putain, faut vraiment aller doucement. Hein. Oh là là. T'as pris une benne, Chapelle? Ah bah ouais. Ah, Ils sont sur le bord et il faut vraiment y aller doucement. Hein. c'est ça. Bon, par contre, j'ai 4 kg de bouche sur les chaussures. Mais... Canot tout doucement. Vas-y, reviens, là. Tu l'as? Ouais. Yes, vraiment doucement. Oh oh. Hop là, allez. Voilà, merci. Hop. Joli, hein? C'est des belles couleurs. Je remets. Je vais finir à l'eau. T'es prête? Après, le lac, il est encore gelé ici, hein, au bout. T'as vu, non? Allez. Pierre, j'ai avoir besoin d'aide. Oh, je les perds. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que c'est? Bah, je vais me perdre un gros brochet vraiment gros. Dedans. Genre un machin de 95, quoi. Mais non. Je te jure, je l'ai vu attraper. Je l'ai vu attraper le péto dans mes pieds. Waouh. Ah ouais, 95. Ah ouais, carrément, ouais, vraiment. Oh, je suis choqué. Putain, pourtant, je l'ai ferré, hein. Waouh. Ah, tu l'as? Oh, t'as quoi? Ah non, alors. T'as tiré trop fort. Putain. C'était bien ça, Pierre. Oh, je suis dégoûté. Allez, viens. Allez, viens attaquer maintenant, s'il te plaît. Attention. Ah, ça va pas casser. Putain, j'ai fait de la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, j'ai fait de la merde, je suis dégoûté là. J'ai perdu. C'est pareil, c'était un beau poisson. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Merde. Chier. Qu'est-ce que t'as bandé? Ah, je sais pas. Putain, chier. Et là, t'es où? Je suis à la chasse. Ah là, quand j'avais pas vu ce homme-là, je vois rien, putain. Ah, il est à 7 mètres de haut. Bah, je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu, elle est toute noire, je vois rien avec le soleil dans la gueule là. Vas-y, hein, pêche-moi sur les couilles. Attends, mais je vais le pêcher moi.
D'accord, ouais, petit bâtard. Comment ça n'a? N'importe quoi. Ah, ça c'est possible, hein, là, c'est drôle. Oh putain. Quand t'avais le bout, mec. J'ai fait le but, là, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah putain. Et Pierre? Et Sylvain? Et comment ils font les gens pour gagner le super lot que tu nous as concocté? Moi, je te propose, on fait un tirage au sort. Et bah, tirage au sort pour gagner ce maxi lot avec bœuf, bonnet, sweat, t-shirt, des leurres, des têtes plombées. Bah ouais, il y a ça. Il y a moustache, les nouveaux hameçons UV qui sortiront au mois de mai, la Origi, la nouvelle tête plombée. Ouais. Tirage au sort parmi les commentaires de la vidéo YouTube. Donc, commentez. Figurez. Yeah man! Bon, on s'arrête là ou on fait quoi là? Allez, viens, on se casse. Si, attends. Oh là là, mais Mel, t'es pas pressé? T'es pressé?